2020 s'annonce être une très grosse année pour l'univers du jeu de société. Il y a une tonne de jeux qui ont déjà été annoncés et dans cette vidéo, je vous présente les 10 titres que je surveille le plus pour 2020. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je vous propose une vidéo top 10 concernant les jeux que j'attends le plus pour l'année qui commence. Alors je vous explique grosso modo le déroulement de cette vidéo. Nous allons commencer avec 3 mentions spéciales, donc 3 jeux qui n'ont pas réussi à se hisser dans mon top 10 des jeux les plus attendus pour 2020 pour différentes raisons. Alors je vous les présente rapidement et par la suite on s'attaque à mon top 10 en commençant par la 10e place et en escaladant comme ça rapidement jusqu'à la première place qui est techniquement en date d'aujourd'hui le jeu que je trouve le plus intéressant ou que j'attends le plus pour l'année 2020. Je dois d'abord mentionner que pour les titres que je vais vous présenter, je n'ai pas fouillé tous les recoins d'internet afin d'avoir toutes les moindres bribes d'informations sur ces titres. Bien souvent, ce sont des titres qui m'intéressent, qui ont piqué ma curiosité, ne serait-ce que par l'idée générale, le mécanisme, le concepteur ou le projet en soi. Alors, je vous donnerai quelques informations sur ces différents titres, mais en fait, je vais surtout expliquer pourquoi je suis excité par la sortie de ceux-ci. Alors, on commence tout de suite avec mes trois mentions honorables. La première étant Kingswood. Alors Kingswood, c'est un tout petit jeu qui était disponible sur Kickstarter qui sortira en 2020. Je ne l'ai pas backé malheureusement et je vais certainement surveiller la sortie en magasin parce que c'est un petit jeu qui est très simple et très fonctionnel quand même dans son concept. Donc c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs en fait. Et le principe est bien simple, c'est qu'on va avoir, on a beaucoup de variétés dans ce petit jeu. On va avoir près d'une quinzaine de lieux et à chaque partie, on va en disposer 4 ou 5, je ne me souviens pas exactement, de façon aléatoire, de façon circulaire, ce qui va former une espèce de rondelle sur laquelle les joueurs vont pouvoir se promener avec des petits aventuriers pour aller résoudre les actions de ces différents lieux. Mais tout ça va permettre en fait de récupérer des ressources qu'ils vont pouvoir utiliser pour aller combattre les monstres qui se trouvent dans la forêt. Alors il y a toutes sortes de petits clins d'œil thématiques, mais surtout très humoristiques aussi dans ce jeu-là. Il y a beaucoup de variabilité parce qu'on a une tonne de monstres, on a plein de lieux, on a également une tonne de guildes qui représentent les personnages qu'on va incarner, qui nous donnent des ressources de départ différentes, mais aussi des pouvoirs asymétriques ou un peu différents. Alors un petit jeu très simple, mais qui me paraît bien fonctionnel. Donc ça, c'est Kingswood, ma première mention spéciale. On continue avec ma deuxième mention spéciale qui est Kanban, la nouvelle édition qui sera disponible sur Kickstarter également dans les prochains mois. Et pourquoi ce jeu-là ne s'est pas retrouvé dans mon top 10? Parce que je suis très excité. La raison est très simple, c'est que c'est une réédition d'un jeu qui existe déjà. Ce n'est pas un jeu à part entière, même s'il a son entrée indépendante sur Board Game Geek. Après avoir fouillé un peu pour trouver des informations sur le jeu, on se rend compte que c'est pratiquement le même jeu que le jeu de base qui était déjà disponible sur le marché depuis quelques années. On a changé évidemment le visuel. Alors c'est le fameux duo de Ian O'Toole et qui rencontre Vital Lacerda qui nous propose le nouveau rituel, oui, le nouveau visuel du jeu qui, à mon œil, est très intéressant. C'est pas tout le monde qui aime ce genre de mélange de couleurs et tout, mais moi je suis bien emballé par voir un peu parce que Kanban n'est pas un jeu que j'ai en ma possession, donc la réédition m'intéresse, c'est certain. Je sais également que Vital Lacerda travaillait sur un petit ajout qui va ajouter tout simplement une variabilité avec les objectifs ou les conditions de fin de partie, quelques petits éléments sur le plateaux de jeu qui ont été redisposés, entre autres la résolution des actions ne se fait plus de la gauche vers la droite, mais
bas en haut, je pense, ou de haut en bas, quelque chose comme ça. Mais bref, sensiblement ou exactement le même jeu, mais dans une nouvelle peau, un jeu pour 1 à 4 joueurs, Kanban, nouvelle édition, qui n'a pas fait mon top 10. On continue avec ma dernière mention spéciale, qui est Steamopolis. Steamopolis, je le sais, regardez ici, c'est écrit 2019. Non, je suis pas en train de faire une erreur, je l'assume, c'est un jeu de 2019, mais je vais mettre un petit bémol ou une petite astérix là-dessus. C'est un jeu qui est sorti tout récemment, oui, en 2019, mais exclusivement et à très petite échelle, je pense, en Allemagne. Alors, il est disponible nulle part ailleurs. Il faut commander par le distributeur allemand, je crois, directement. Le prix du shipping pour envoyer ce jeu au Canada est exorbitant. On dépasse le prix du jeu en soi. Alors, ça serait ridicule de le considérer vraiment comme un jeu étant sorti en 2019. C'est pourquoi je le considère comme un jeu qui va probablement être disponible davantage en 2020. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment la construction de l'engin dans ce jeu-là. Rado a fait une vidéo pour le présenter qui m'a excité totalement. Alors, on a une espèce de plateau de jeu qui est vertical, dans lequel on a différents étages et les joueurs ont également une espèce de zeppelin ou de ballon gonflable. On est dans un univers très steampunk. Ballon gonflable, donc, que nous allons pouvoir personnaliser en cours de partie avec des machines, des ajouts qu'on va pouvoir venir mettre dessus, des petites bannières qui vont flotter à l'arrière également. On va devoir générer de la vapeur et tout ça pour aller effectuer des actions. Il y a 3 actions, en fait, je crois, là, qui est de générer de la vapeur, de utiliser notre vapeur pour placer nos ouvriers à différents étages dans le grand plateau et finalement aller visiter nos usines pour effectuer nos actions. Mais c'est toute une création d'engins. On va avoir toutes sortes de possibilités, des combos, tout ça. Un jeu qui me semble très prometteur. C'était l'un de mes jeux les plus attendus pour 2019 et malheureusement, il n'est pas disponible encore à ce jour. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne fait pas mon top 10 parce que techniquement, ce n'est pas vraiment un jeu de 2020, mais bon, vous comprenez certainement. Alors, on commence maintenant avec le cœur de cette vidéo, mon top 10. En 10e place, eh bien, en fait, avant de vous parler de mon jeu en 10e place, je vais préciser que pour chacun des jeux que je vais vous présenter, vous allez remarquer des petites étoiles dans le bas de la fiche, comme ceci. Ça ne témoigne pas de mon niveau d'excitation pour le jeu. En fait, le nombre d'étoiles qui est là est simplement un rappel pour moi pour m'aider à me souvenir de où se situe ce jeu-là dans mon top 10. Par exemple, ici, on a 10 étoiles, ça veut dire que c'est le jeu en position numéro 10. Et éventuellement, quand on va arriver au jeu avec une seule étoile, eh bien, ce sera, vous l'aurez deviné, le jeu numéro 1, donc mon jeu le plus attendu de l'année. Donc, mon jeu en 10e place, il s'agit de Rise and Fall, un jeu de civilisation qui pourrait être soit une brillante réussite ou un échec cuisant. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs et comme vous allez le constater un peu plus bas dans la description, c'est un jeu qu'on décrit comme étant... premièrement, je vais expliquer pourquoi je pense que ça pourrait être une réussite ou un échec. C'est parce que c'est un jeu qui se dit être un jeu de civilisation. Et pour moi, un bon jeu de civilisation pourrait être une bonne réussite. On doit avoir plein de possibilités, on doit avoir des avenues à explorer. On doit arriver au terme de la partie avec différents joueurs qui en sont à des stades totalement différents, constater l'évolution de la civilisation qu'on a construit, qu'on a bâti à travers la partie, à travers le temps également. On doit avoir plein de choses à gérer, des choix déchirants à faire. Et ici, on nous propose un jeu donc de civilisation très immersif, addictif, facile à comprendre, sans aucun aspect de chance ou de hasard. Ça, c'est intéressant. Avec lequel on peut avoir un plein contrôle des actions qu'on décide de faire, avec un accès, une accessibilité facile également, très accessible. Alors, je suis curieux de voir quand même qu'est-ce qui va être fait avec Rise and Fall. Il y a très peu d'informations concrètes qui circulent, une vidéo, quelques images également de
de ce que j'ai vu dans cette fameuse vidéo, c'est qu'en début de partie, on va construire une espèce de carte avec des tuiles et nous allons les superposer selon le type de territoire qu'elles représentent. Un peu, je pense que c'est Tikal qui reprend pas qui reprend, mais qui prend ce concept-là d'avoir une carte un peu avec des terrains surélevés. Donc, et si je me souviens bien, on a potentiellement 5 terrains. Là, on peut aller jusqu'à un étage de 5 avec l'océan, les plaines, les forêts, les montagnes, les ravins également. Là, je pense qu'il y en a plusieurs, ou les carrières, je sais plus trop, les pics enneigés. Alors, et de ce que j'ai compris également, on va avoir, on aura 3 cartes. Les cartes vont nous donner le choix d'action qu'on peut faire. 3 cartes en main et simultanément, les joueurs vont décider de jouer une carte et choisir une des actions qui se trouve sur celle-ci. En début de partie, on sera beaucoup limité parce qu'on n'aura pas tous les bâtiments, on n'aura pas toutes les ressources également ou les outils pour aller récupérer du bronze, par exemple. Donc, on ne pourra pas utiliser de bronze parce qu'on n'en a pas et on ne peut pas en avoir parce qu'on n'a pas développé les outils pour en exploiter. Donc, on va être limité en options en début de partie, ce qui est thématique, ce qui fait du sens, et en cours de partie, on pourra donc débloquer plus d'actions sur nos cartes, mais on pourra également débloquer la possibilité d'aller chercher des cartes supplémentaires selon les choix qu'on fait en cours de partie ou les technologies qu'on décide de développer, ce qui va nous offrir donc une espèce de main de cartes unique ou différente des autres joueurs. Mais là, encore là, ça pourrait être une belle réussite ou un échec. Tout ça va dépendre de comment ça prend vie concrètement. Alors, c'est pourquoi je suis très curieux pour Rise and Fall, mais quand même assez prudent. En 9e place, on retrouve un jeu pour lequel il n'y a pas encore d'image officielle de couverture. Ça devrait venir. Par contre, c'est un jeu qui nous sera proposé sur Kickstarter. Il s'agit de Viscounts of the West Kingdom, les vicomtes probablement du Royaume de l'Ouest. Oui, c'est le prochain titre dans la trilogie de M. Shem Phillips et S.J. McDonald après architecte du Royaume de l'Ouest, paladin du Royaume de l'Ouest, juste ici. Nous aurons donc vicomte, pour lequel on n'a pas beaucoup d'informations officielles, parce que si vous lisez la petite description qui est juste ici, là, vous n'aurez aucune idée de quel des 3 jeux du Royaume de l'Ouest il est question. On dirait vraiment que c'est un copier-coller à chaque fois, la même thématique, le même concept, les mêmes mots-clés. Par contre, quelques petites bribes d'informations qui ont commencé à circuler. Il y aurait comme mécanisme central dans Vicomte un mécanisme de deck building. Alors ça, ma curiosité est piquée parce qu'on avait un paquet de cartes dans Paladin qu'on devait gérer. Bon, c'est pas de la construction de deck, bien évidemment, mais je suis très curieux de voir avec quelle profondeur est-ce que l'aspect de deck building va être utilisé dans Vicomte. Il y a quelques rumeurs aussi qui commencent à circuler qu'il y aurait une espèce de rondelle, un parcours circulaire dans lequel on pourrait progresser. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas, mais je suis quand même toujours très curieux de surveiller les prochains titre de M. Shem Phillips. Donc ça, c'est le jeu qui est en 9e place dans mon top. On continue en 8e place avec un gros jeu. Il s'agit de Artificial Intelligence. Un jeu de What's Your Game. What's Your Game qu'on connaît pour avoir depuis pratiquement toujours travaillé sur de gros jeux complexes avec différentes stratégies qui réinventent un peu le jeu à chaque fois. On peut décider d'aller dans une direction différente et d'avoir l'impression de jouer à quelque chose de nouveau. Madeira, Zanguo, Signori sont des exemples un peu plus récents. Je pense également que les 2 auteurs, ou un des 2, je ne sais plus, a travaillé sur Panamax. Alors ça donne un peu un contexte ou un arrière-plan du genre de jeu sur lequel ils ont déjà travaillé. Un jeu pour 2 à 4 joueurs. J'ai lu sur Internet, sur Board Game Geek, des commentaires des auteurs qui confirment qu'il y aura probablement, et très très fort probablement, la possibilité d'y jouer en solitaire. Mais tout ce qu'on a comme information sur le jeu, c'est déraisonnable. On a de la thématique. On sait que c'est un jeu de sélection d'actions. Alors on va avoir une panoplie d'actions qui s'offre à nous. On va devoir en choisir une probablement pendant notre tour, l'effectuer et faire ça jusqu'à la fin de la partie. Ben là, je suppose des choses
suppose ici. Je suis pas en train d'affirmer quoi que ce soit. Thématique, on est plongé dans un avenir pas si lointain, 2090, et le travail manuel ou le travail humain comme on le connaît est terminé, c'est dépassé, c'est révolu. Maintenant, c'est les robots, les cyborgs, l'intelligence artificielle qui a pris le relais et qui s'occupe de tout faire. Alors, on va être plongé dans la peau d'un directeur de grande compagnie ou de production automate, si on veut, et on devra essayer de gérer ça peut-être le mieux possible. Comme on dit ici, ce n'est pas le temps pour l'éthique. Alors, on n'aura pas à gérer l'éthique là, des robots et tout ça. On va vouloir vraiment maximiser la production peut-être. Alors, j'ai bien hâte d'en savoir un peu plus sur Artificial Intelligence. Je suis désolé, c'est les seules informations qui sont disponibles, sauf une autre que je veux préciser, et je m'étais dit qu'il fallait absolument que j'en parle, c'est le visuel de la boîte qui, selon moi, est horrible. On dirait un projet qui a été fait avec Paint, que j'aurais pu arriver à quelque chose de semblable, vraiment, et heureusement, j'ai remarqué sur Board Game Geek tout récemment que ce n'est qu'une image de transition, ce ne sera pas la couverture officielle du jeu. Je suis soulagé. On continue avec le prochain jeu en 7e place qui est Rocketman. Et Rocketman, je suis très excité par ce titre parce que c'est Martin Wallace. Martin Wallace qu'on connaît pour... je vais pas commencer à énumérer tous les jeux de Martin Wallace. Je pense que cette vidéo va faire 1 heure déjà si je le fais pas. Alors, on dépasserait le 2 heures si je commence à énumérer ça. Mais Martin Wallace, qui est une sommité, qui a fait sa réputation, sa renommée dans l'univers du jeu de société. On n'a plus besoin d'énumérer son curriculum. Un jeu donc pour 1 à 4 joueurs qui nous plonge dans la thématique de la course vers l'espace, vers la Lune, je crois. Et Martin Wallace, ce qui est intéressant, c'est qu'il est rafraîchissant dans les mécanismes qu'il décide d'utiliser dans ses jeux. Il n'est pas comme d'autres auteurs qui vont toujours utiliser le même mécanisme de jeu, mais qui vont faire quelques petites modifications. Non, ici, il se réinvente à chaque fois et il va nous offrir un jeu de deck building. Quoi? Du deck building? On a déjà tout vu, tout entendu, tout joué. On sait tout du deck building. Ben, peut-être que oui, peut-être que non. C'est ce qui pique vraiment ma curiosité de voir dans quelle avenue du deck building est-ce que Martin Wallace va nous amener cette fois-ci. Parce que Martin Wallace n'a pas fait des tonnes de jeux utilisant le deck building. À ma connaissance, je crois qu'il en a fait au moins 2. Il y a A Few Acres of Snow qui utilisait le deck building et un autre jeu dans les années 2000, début 2000, qui s'appelait Empire of the Ancient quelque chose, Empire of je sais plus trop quoi exactement, là, si vous vous souvenez du titre, ça date de 2000-2001 je crois, avec du deck building, vous m'écrirez le titre dans la description sous la vidéo, mais j'ai hâte de voir donc Martin Wallace, comment il a évolué en quoi 10-15 ans avec le mécanisme de deck building. Il y a une critique qui circule sur internet également, quelqu'un qui a eu la chance d'y jouer dans une convention qui disait que c'était très thématique parce que c'est un jeu de course, donc c'est un jeu qui se joue très rapidement entre 30 et 90 minutes et apparemment que c'est très exact comme durée de jeu. On est toujours en train de se dire, bon, qu'est-ce qui presse le plus? Est-ce que je dois aller récupérer plus d'argent? Est-ce que je dois aller chercher des roquettes, des fusées pour essayer de décoller le plus rapidement possible? Est-ce que je vais aller chercher cette carte-là tout de suite ou j'y vais tantôt? Donc, on est toujours en train de garder en tête quels sont nos objectifs, quelles sont les opportunités qui peuvent nous amener à les réaliser avant les autres pour faire des points de victoire supplémentaires. Alors, très thématique, j'ai bien hâte de voir ce que Rocketman va nous proposer. Alors ça, c'était le jeu en 7e place. Maintenant, je vous parle du jeu en 6e place. Il s'agit de Tekhenu, Obelisk of the Sun. Donc, Tekhenu, il y a plusieurs choses qui m'excitent avec ce jeu-là. Premièrement, c'est un jeu de Board and Dice. Board and Dice étant un éditeur que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai beaucoup de leurs jeux, Teotihuacan, Trismegistus, Sierra West également. En sont quelques exemples, mais en plus, c'est le fameux Daniel Tacchini qui sera cette fois-ci en duo avec David
Turkzy. Alors un duo très intéressant, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Et Tekhenu est un peu comme la suite spirituelle du trio des jeux. En fait, Daniel Tacchini a décidé de faire un peu comme Shem Phillips faisait avec des trilogies, alors que Shem Phillips le fait dans le même univers, mais avec des mécanismes différents. Tacchini, lui, explore différents univers, mais avec un mécanisme qui reste sensiblement le même. Dans ce cas-ci, c'est le mécanisme de sélection de dés. Dice Selection ou Dice Drafting, si on veut. Après Teotihuacan, après Trismegistus, on nous propose Tekhenu, Obelisk of the Sun, qui va nous plonger dans la thématique égyptienne. Et on aura, je pense, au centre du plateau, une espèce d'obélisque géant qui ressemble un peu à une tour de dés. Je ne sais pas si c'est ça exactement, on verra en temps et lieu, mais autour duquel on aura différents cadrans qui vont représenter entre autres différents dieux égyptiens et on pourra donc recruter des dés, décider qu'est-ce qu'on fait avec ces dés-là. Il sera possible de rendre des cultes aux différents dieux et selon les dieux avec qui on décide de faire affaire avec nos dés, ça va nous offrir d'autres possibilités. Entre autres, si on décide d'utiliser nos dés avec Horus, eh bien ça va nous permettre de construire des statues sur le territoire d'autres dieux, ce qui va nous donner des avantages quand les autres joueurs vont décider d'aller rendre des cultes à ces divinités-là. Si on décide de faire affaire avec Ra, on va pouvoir construire un pilier qui va nous donner un petit revenu de points de victoire ou de ressources. Si on décide de faire affaire avec Osiris, on aura la possibilité de construire des fermes, des mines, ce qui va augmenter notre production de ressources comme le pain, le papyrus, la pierre et le granit et toutes sortes d'autres possibilités parce qu'il serait possible d'utiliser les dés pour la ressource en soi qui y est illustrée. Alors ça semble encore une fois être un gros jeu de Daniel Tacchini. Reste à voir, est-ce que ce sera un gros jeu pertinent, cohérent? J'ai trouvé que Teotihuacan l'était parfaitement. Trismegistus un peu moins malheureusement, donc j'ai hâte de voir Tekhenu se situe où par rapport à tout ça. Alors sans plus attendre, on explore le jeu qui est en 5e place. Oh là là, la 5e place, on commence là vraiment les jeux qui me rendent très énervé pour l'année à venir. Et on commence en 5e place avec le magnifique Tidal Blades Heroes of the Reef. Un jeu qui était sur Kickstarter l'année dernière, en 2018 ou en 2018 je crois. Et j'ai hésité pendant des semaines, des jours, à savoir si je backais le projet ou non. Et le seul problème, c'est que le jeu était sur Kickstarter en même temps que Cloudspire, si je me souviens bien. Et évidemment, entre les deux, j'ai penché pour Cloudspire. Mais Tidal Blades a l'air vraiment magnifique, excellent, un jeu pour 1 à 4 joueurs, du duo Esner également, illustré par Lina et David, deux illustrateurs québécois qu'on connaît également sous le nom de Mr. Cuddington, un jeu de Druid City Games qui ont travaillé sur Grim Forest entre autres récemment, un jeu qui est magnifique, un autre jeu avec un mécanisme de dés, mais cette fois-ci on va avoir l'occasion de construire notre sélection de dés. On va avoir des espèces de personnages avec des plateaux, avec des petits modules ou des espèces de roulettes qu'on pourra ajuster lorsque nos personnages vont monter de niveau. On va pouvoir leur modifier leur aptitude, ce qui va nous donner des dés de plus en plus puissants ou avec des faces que l'on pourra donc décider, parce que si je décide par exemple d'aller chercher un dé rouge, ça va me donner plus de possibilités en Spirit par exemple, et avec le Spirit, eh bien ça pourrait me donner, je me souviens plus de quoi exactement, mais donc on a une espèce de tech tree, d'arbre de technologie qui représente en fait les dés qu'on a. Donc le dé de base qui peut être transformé en tel dé ou tel dé. Ces dés-là peuvent être eux-mêmes évolués ou transformés en des dés supérieurs et tout ça, ce qui nous amène à ce qui ressemble à un petit arbre si on veut, d'où l'expression. Alors un jeu qui m'excite beaucoup, qui me semble très riche, assez simple tout de même malgré sa vaste
les vastes choix qu'on peut avoir et explorer dans ce jeu-là. Je suis très énervé ou excité, impatient plutôt de voir le jeu enfin arriver parce que les backers du jeu n'ont toujours pas de date officielle quant à la livraison du jeu. Donc les simples mortels comme moi qui n'ont pas backé le jeu devront probablement attendre encore plus longtemps avant de le récupérer en magasin, mais c'est pas grave, l'attente en vaudra certainement la peine pour Tidal Blades qui est avec raison un jeu qui est dans mon top 10 et qui est en 5e place. On continue avec le jeu en 4e place. Il s'agit de Oath, Chronicles of Empire and Exile. Un jeu, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un jeu de Cole, et là, demandez-moi pas de prononcer son nom de famille, Cole bref, Cole qu'on connaît pour avoir travaillé sur des jeux comme Pax Pamir, Root, Vast également, des jeux asymétriques, thématiques qui nous plongent dans un univers, qui nous font vivre des émotions, des moments mémorables également, publiés par Letter Games et dans Oath, j'ai pris la peine d'aller lire le journal de bord du designer, le Designer Diaries en anglais, qui explique toute la réflexion avec les années depuis que Cole réfléchit à ce jeu-là qui est Oath, qui sera disponible sur Kickstarter, si je me souviens bien, d'ici 2 semaines, au mois de janvier, si je ne me trompe pas, ou peut-être que je confonds avec un autre titre, mais un jeu donc pour 1 à 5 joueurs d'une durée approximative d'1 heure à 1 heure et demie, qui va nous plonger dans un univers qui n'est pas sans rappeler Root, avec ses petites figurines de bois, ce visuel donc qui nous rappelle certainement Root, mais ici on sera vraiment ailleurs. Un jeu qui va offrir la possibilité de jouer sous forme de campagne, et sous forme de campagne qui est évolutive sans être quelque chose de legacy. Et l'auteur, dans son journal de bord, précise vraiment toutes les pensées qu'il a eues, les raisons qui l'ont amené à concevoir un jeu de cette forme. Et là, les seules images qu'on a du jeu, ce sont des images de prototypes. Mais ici, vous avez un bon exemple du plateau de jeu. Le plateau de jeu va être composé par des cartes de lieux parfois, des cartes de personnages, des cartes d'action, et cette carte-là, si on veut, va être en évolution d'une partie à l'autre si vous décidez de jouer sous forme de campagne. Parce que le jeu va se rappeler de 3 choses quand vous jouez en mode campagne. Le jeu va se rappeler de la carte ainsi que des événements qui se sont produits qui vont impacter la mise en place de votre prochaine partie. Donc peut-être des lieux qui ne seront plus accessibles, des nouveaux lieux qui vont apparaître, des raccourcis ou toutes sortes de modifications en lien avec les lieux et les règles qui s'appliquent à eux. Le jeu va également se rappeler des événements ou de la politique qui s'est passée durant votre dernière partie, et ça c'est concrètement c'est le fameux paquet de cartes actions ou les cartes qui vont être disponibles sur le plateau. Donc quand on décide de jouer en mode campagne, le concepteur disait que d'une partie à l'autre, c'est près de 12% de nouvelles cartes ou de modifications du paquet qui peut survenir d'une partie à l'autre. Alors, dans la première partie, on peut avoir jusqu'à une modification de 12% de notre paquet. Dans l'autre partie, une autre modification de 12%. Alors, ça ajoute beaucoup de rejouabilité, de variabilité, mais également des cartes qui vont survenir selon différents événements et tout ça. Et la troisième chose dont le jeu se rappelle et qui va être modifiée dans l'aspect de campagne, c'est les conditions de fin de partie. Donc non, ce ne sera pas un jeu où on va constamment, un peu comme dans Root, viser le premier qui obtient 20 points ou 30 points, ou le premier qui réussit à atteindre son objectif personnel. Non, ici, les conditions de fin de partie, les conditions de victoire vont changer, vont évoluer selon les choix ou les événements qui vont survenir en cours de campagne. Alors, c'est vraiment un concept intéressant. Il y a du contrôle de territoire, de la gestion de cartes, de la
gestion de ressources également un peu, ou la gestion en général. Il y a également des combats qu'il est possible de mener dans différentes circonstances. Alors ça, c'est Oath, un jeu qui m'attire particulièrement pour 2020, mais surtout et concrètement dans les prochains jours. Alors ce sera à surveiller sur Kickstarter. On continue avec le jeu en 3e place dans mon top. Il s'agit de Time Stories Revolution. Alors ici, bon, j'ai mis le chapitre Midsummer Night, qui est l'un des chapitres dans la nouvelle série. Donc, ce qui est important, c'est que j'ai pas particulièrement hâte à ce chapitre-là, mais j'ai hâte à la nouvelle série, qui est la série Blue, qu'on appelle la série Révolution. Je crois qu'elle est déjà disponible pour vous, chers Européens. Si c'est le cas, dites-moi-le dans les commentaires sous la vidéo pour que je puisse manifester ma jalousie, parce que ce n'est pas le cas encore pour nous, pauvres mortels de Québécois que nous sommes. Le jeu n'est pas encore arrivé ici, que ce soit en anglais ou en français, et j'ai tellement hâte d'y jouer. On a révolutionné, c'est peut-être pour ça que ça s'appelle Révolution, mais on a révolutionné l'idée de Time Stories avec cette nouvelle série. On a modifié plein d'idées qui vont peut-être plaire à certains, déplaire à d'autres, mais moi je suis tellement excité de ça. Entre autres, on a réduit la durée totale des scénarios qui pouvaient parfois prendre jusqu'à 3 ou 4 heures. On se couchait à des heures pas possibles le soir quand on décidait de se lancer dans ces aventures-là. Ici, on a décidé de contenir le tout sous la barre des 2 heures autant que possible. On a balayé du revers de la main également toute l'idée de run, où est-ce qu'on doit reprendre le scénario depuis le début dès qu'on manque de temps. Alors, il n'y a plus de gestion de temps. Il y a un seul run. On commence la mission au début et on la termine à la fin, et c'est juste la progression entre ces deux moments. On a également modifié la gestion des tests d'épreuves, si on veut, ou de combats. Au lieu de lancer des dés et de reposer sur le hasard, on a quelque chose qui ressemble un peu à Gloomhaven, avec un paquet de cartes modificateurs. On aura parfois des tests où la valeur pour réussir le test va être définie. Par exemple, pour réussir à crocheter la serrure de la pièce, de la voûte de la banque, on doit avoir 4 en dextérité. Alors, mon personnage peut avoir une dextérité de 2. Donc, si je décide de résoudre l'épreuve toute seule, je vais devoir utiliser une espèce de petit cristal pour dire que j'initie l'épreuve, et par la suite, ma valeur de 2 va être additionnée au nombre de cristals supplémentaires que je décide de défausser. Donc, si je désirais arriver à la valeur seuil qui est de 4, je devrais défausser 2 cristaux, ce qui m'amènerait à 4. Mais là, on peut avoir différents dénouements à l'épreuve. Il est possible de dire, si vous n'arrivez pas à 4, il y a telle chose qui se produit. Si vous arrivez à 4 exactement, il y a telle chose qui se produit. Et si vous réussissez à avoir un nombre supérieur à 4, il y a telle chose qui va se produire également. Mais c'est pas tout, parce qu'une fois qu'on a généré nos points d'adresse de cette façon-là, avec nos petits cristaux, on devra piocher une carte modificateur qui peut amener jusqu'à -2 ou jusqu'à +2 à la valeur qu'on a générée par nous-mêmes, ce qui peut malheureusement nous faire échouer ou nous faire réussir. Donc, il y a toujours un petit aspect de chance, mais c'est plus facile de le contester ou de le gérer avec le support d'un autre joueur que de lancer des dés et de toujours reposer sur ceux-ci. Alors, je suis très, très, très excité pour Time Stories Révolution. On enchaîne avec le jeu qui est en 2e place dans mon top. Oh là là! Oh là là! Je ne sais même pas par où commencer avec Wonderland's War, un jeu que je surveille depuis ses balbutiements. Dès que Druid City Games, James Hudson a commencé à parler de ce concept, de ce projet de jeu, j'étais déjà excité. C'est encore une fois le duo des Hessner qui ont également travaillé sur c'est quoi l'autre jeu dont je vous ai parlé un peu plus tôt, sur lequel ils ont travaillé. Est-ce que c'était Ah ben oui, c'est Tidal Blades, évidemment. Alors, encore le duo Hessner qui a travaillé sur Wonderland's War, en duo cette fois-ci avec Ian Moss, qui, si je ne me trompe pas, a travaillé sur la dernière version de Dinosaur Island, qui était Totally Liquid, quelque chose comme ça. Des illustrations merveilleuses, un jeu asymétrique à souhait, comme je les aime,
pour présentement 2 à 4 joueurs, malgré la mention 2 à 5 ici. Alors pour l'instant, rien n'est officiel en ce qui a trait à la possibilité d'y jouer à 5. On a une bonne espérance par contre pour le mode solitaire qui a presque été officialisé. C'est un jeu qui sera sur Kickstarter au mois de mars. C'est presque sûr à 100% que ça, c'est un pledge assuré pour moi. C'est un jeu qui va nous plonger dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, qui est un univers que j'aime beaucoup, un univers éclaté dans lequel on peut aller vraiment dans toutes les directions, où on va incarner l'un des 4 personnages qui sont énoncés ici, soit Alice, soit le Chapelier Fou, la Reine de Cœur ou le Jabberwock, qui est l'espèce de gros monstre, de grosse créature dans l'univers de Alice, de l'autre côté du miroir. Et ici, c'est drôle, hein, on précise encore 2 à 5 joueurs. Bon, peut-être, mais on n'a pas encore de 5e faction qui est officialisée. Bon, ce sera probablement le chat Cheshire juste ici, mais ça, c'est de l'interprétation seulement. Et si je reviens au mécanisme de jeu, on a du draft, parce qu'on a une espèce de table qui est la table de thé du Chapelier Fou, sur laquelle on va progresser. Et là, on va devoir choisir, est-ce qu'on fait de grandes enjambées pour aller chercher les cartes qui sont plus loin sur la piste, qui sont donc plus efficaces, plus fortes, plus utiles, ou on décide d'y aller un petit pas à la fois pour ramasser plus de cartes, mais se rendre moins rapidement à la fin. Donc, il y a cet aspect-là de draft, de sélection de cartes. Il y a également du bag building parce que chacune des factions, si on veut, ou des personnages, comme ici nous avons la Rébellion d'Alice, va avoir, là, je parlais d'un jeu hautement asymétrique, va avoir des bonus qui lui sont propres, va avoir également des actions qui lui seront propres et des petits jetons également qui lui sont propres. Et les joueurs vont avoir différentes occasions d'aller recruter ou d'aller récupérer ces jetons selon ce qui est écrit sur leur plateau personnel. Et comme je disais, c'est hautement asymétrique. Alors, la Reine Rouge se joue totalement de façon différente, contrairement au Jabberwock, par exemple, qui va générer de la peur et tout ça. Et donc, quand on aura récupéré nos petits jetons, on va mettre ça dans notre sac, un peu à la Orléans, Altiplano, Charlatan de Belcastel. Et lorsqu'on va devoir résoudre nos actions ou résoudre les combats, parfois, on va plonger notre main dans notre sac et on va piocher les différents jetons qui s'y trouvent. Alors, il y a quand même quelques informations sur lesquelles j'ai pas encore lu. Entre autres, est-ce qu'on a un mécanisme de push your luck ou est-ce que c'est nous qui décident quand on arrête? Est-ce que c'est comme dans Altiplano ou est-ce que je vais vraiment vider tous les jetons qui sont dans mon sac avant de les remettre? Comme ça m'assure de tous les voir, ou c'est un peu plus comme dans Charlatan ou dans Orléans, où est-ce que je peux avoir des jetons qui sont dans mon sac, mais en cours de partie, ne jamais les voir, ne jamais les récupérer. Ça, c'est des informations que je n'ai pas encore, mais il y a du contrôle de territoire également à travers les combats et tout ça. Et c'est un jeu qui, étonnamment, va se jouer très très vite, 45 à 75 minutes. Je suis très 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 excité pour Wonderland's War. Mais ce n'est rien comparé à mon niveau d'excitation qui est dans le plafond pour le jeu qui est en première place dans mon palmarès. Il s'agit de Perseverance Castaway Chronicles, un jeu qui nous est proposé par Mind Clash Games. Et regardez-moi ça, la brochette de concepteurs de renommée qu'on a ici qui ont travaillé sur ce jeu. C'est un jeu que je surveille depuis des années, littéralement. Ce jeu-là a été annoncé, seulement son titre, seulement le titre et une information: dinosaure. Et déjà là, j'étais tout oui, j'étais attentif. Je savais déjà que c'était Victor Peter, entre autres, qui travaillait dessus, que ça allait être un jeu de Mind Clash Games, qui est la référence en termes de gros jeux dans les dernières années avec Anachronie, Trickery On, pas Mind Clash Games, mais voyons la grosse boîte, je l'ai juste là, mais je suis pas capable de voir le titre. C'est avec les émotions, le titre m'échappe complètement. Oh, écrivez-moi dans les commentaires, c'est quoi le nom du jeu? Parce que je veux pas me lever pour aller voir ça, là, mais le nom m'échappe. Mais c'est la référence en termes de gros jeux aujourd'hui, à notre époque, et
Perseverance, Castaway Chronicles n'y fera pas exception. De ce que j'ai lu sur Internet, en fait, c'est tout un art ou tout un défi pour moi de vous expliquer le concept de jeu. Je vais commencer en disant que c'est un jeu avec un jeu euro, avec de la sélection de dés et du placement de dés également. Donc on va choisir des dés et les dés vont agir ensuite sous forme de worker ou de ouvriers qu'on va placer à différents endroits pour effectuer des actions. Thématique maintenant, on incarne des humains qui ont dérivé avec leur bateau, qui ont fait naufrage sur une île mystérieuse sur laquelle horreur se trouvent des dinosaures tout droit sortis d'une époque Jurassique ou Crétacé, je ne sais pas exactement là. Mais donc cette île est excessivement hostile, on n'a aucun moyen d'y échapper, de s'en sortir. Alors on est en mode survie sur cette île, bien évidemment. On devra gérer les dinosaures qui nous prennent peut-être pour leur prochain sandwich, mais également, on ne sait pas pendant combien de temps on va se trouver là, donc bâtir un abri, des pièges, des barricades, des murs, tout ça, trouver une façon de chasser, de récupérer la nourriture. Alors, vraiment, un univers qui m'intéresse, la survie sur une île avec des dinosaures. Mind Clash Games excelle en termes d'histoire ou de thématique. Je leur fais confiance aveuglément à ce niveau-là. Ce qui est particulier maintenant, c'est ce qui nous sera proposé sur Kickstarter, qui est un jeu également qui sera sur cette plateforme prochainement, dans les mois à venir, je crois, parce que Mind Clash Games a déjà annoncé qu'il s'agirait d'une quatuorlogie, 4 titres, je ne sais pas comment ça s'appelle. On a trilogie. Quand on en a 4, comment ça s'appelle? Écrivez-moi ça dans les commentaires sous la vidéo, s'il vous plaît. En plus que j'ai oublié le titre de l'autre jeu, je pense que je commence à faire pitié. Et donc, pendant la première campagne, on aura la possibilité de backer l'épisode 1 et ou l'épisode 2. Il y aura plus tard l'épisode 3 et l'épisode 4 qui seront ensemble disponibles dans une autre campagne. Par contre, ce que vous devez savoir, c'est que pour jouer à l'épisode 2, il vous faudra l'épisode 1. Pour jouer à l'épisode 4, il vous faudra l'épisode 3. L'épisode 1 et 3 seront donc 2 jeux de base et l'épisode 2 et 4 seront donc des extensions qui vont s'ajouter au jeu de base. Et dans chacun des épisodes, parce que ça va jouer sous forme un peu de campagne, c'est la continuation de l'histoire. L'épisode 1, on vient de débarquer sur l'île, on découvre qu'il y a des dinosaures qui sont là, qui veulent nous bouffer. Alors, on est en mode survie, on essaie de survivre le mieux qu'on peut et de gérer nos choses individuellement. C'est un jeu compétitif. Alors que dans l'épisode 2, eh bien, ça fait déjà quelques années qu'on est, ou quelques mois, je sais pas, qu'on est sur l'île, probablement quelques mois ou quelques semaines qu'on est sur l'île. Et là, on commence à être plus à l'aise, on décide de commencer à l'explorer. Et on fait des découvertes insoupçonnées sur cette île. Et là, je ne sais pas c'est quoi, mais moi, je me fais des scénarios, là, comme avec la série Lost ou Perdu. C'est pas une île normale. Tout porte à croire qu'il y a quelque chose d'étrange sur cette île. Donc, il y a l'aspect d'exploration maintenant qui va s'ajouter sous forme d'extension. Et dans l'épisode 3 et l'épisode 4, ce sera autre chose. Ces informations-là n'ont pas encore été divulguées parce que ils vont commencer à se concentrer sur l'épisode 1 et 2 pour commencer. Mais donc, un jeu qui m'intéresse beaucoup. Oui, le jeu a l'air très rose à première vue. Ça a été confirmé par les concepteurs que c'est seulement les prototypes et les images. La résolution des images n'est pas officielle encore. Plein de petites figurines de dinosaures. Oh, wow. Il y a une tonne de composantes. Apparemment, les joueurs qui y ont joué dans certaines conventions disent que ce serait complètement fou de laisser les joueurs essayer de ranger ça dans des petits sacs Ziploc, un peu comme dans Anachronie. Alors, j'ai bonne espérance qu'on pourra avoir la possibilité au moins d'avoir un insert ou un thermoformage, quelque chose semblable un peu à ce qui a été fait pour la version de luxe de Trickerion. Alors, il y a quelques commentaires qui commencent déjà à circuler sur le jeu pour ceux qui ont joué pendant les conventions. Un jeu qui est complexe, il y a une tonne de possibilités, de variables, de rejouabilité également. En termes de complexité, on nous dit que l'épisode 1 se situe un peu en bas de la complexité d'Anachronie, alors que l'épisode
1 et 2 ou combinés, ou peut-être que c'est l'épisode 3, je me souviens pas exactement, mais s'approcherait davantage de la complexité de Trickery On avec toutes les extensions incluses. Donc on est vraiment dans les jeux très complexes avec Perseverance, Castaway, Chronicles, qui est mon jeu numéro 1, mon jeu le plus attendu de 2020. Alors voilà, c'est tout. C'était donc ma vidéo top 10 des jeux les plus attendus pour 2020. Et vous, quels sont les titres que vous attendez impatiemment pour l'année à venir? Je sais, il y a tellement de jeux excitants, intéressants, rafraîchissants qui sortent à chaque année. On n'est pas au courant toujours à l'avance des titres qui vont sortir, mais s'il y a des jeux qui vous intéressent, dont vous avez entendu parler, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires sous la vidéo, que ce soit un jeu que j'ai déjà mentionné parce que vous le suivez attentivement également, ou parce que je vous ai mis la puce à l'oreille en lien avec ce titre, ou peut-être un jeu que j'ai complètement oublié qui est selon vous incontournable. Précisez-moi-le dans les commentaires sous la vidéo, ça me fera plaisir de prendre cela en considération et peut-être grâce à vous ou à cause de vous modifier ma liste. N'hésitez pas également à me laisser un pouce vers le haut si vous avez apprécié cette vidéo et vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Alors moi je vous dis merci pour votre écoute et à la prochaine.